Allez, place à notre grand format du jour, le Focus. Il s'intéresse cette fois au Captagon, cette drogue de synthèse appelée également la drogue du djihadiste. Au Liban, la plaine de la Bekaa a la réputation d'abriter depuis longtemps des trafics en tout genre, et notamment le trafic de drogue. C'est la spécialité d'Ahmed, son produit, le Captagon. يعني ما بنموه ولا بنخبيه، هو بيجينا بتمويهته وتخبايته الأساسية من عند النظام، وجماعة النظام بيحطوه بصناديق. Aujourd'hui, on parle de la drogue des terroristes, la drogue que tous les combattants prendraient selon leurs ennemis. Aujourd'hui, on parle du Captagon. Quel est le point commun entre des combattants sur le front ukrainien, des terroristes de Daesh, un prince saoudien, les attentats du 13 novembre et un narco-État? La réponse, c'est le Captagon. Aujourd'hui, on va parler d'amphétamines, de drogue et de combattants de la liberté. Assidez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle enquête au cœur de la drogue, le Captagon. C'est le moment promo. Cette vidéo est sponsorisée par vous. Alors oui, vous le savez, puisque j'en parle depuis un mois, vous en faites pas, dans 2 semaines c'est fini. J'ai lancé une cagnotte. Cette cagnotte, elle me permet de vivre de ce métier-là, de ce métier de journaliste. Elle me permet de ne pas dépendre de sponsors. Elle me permet aussi de ne pas dépendre de grands groupes. Elle me permet de vous donner une information qui est, à mon sens, relativement neutre, même si sur un ton un peu humoristique et parfois un peu engagé, mais j'essaie d'être le plus déontologique possible, mais ça a un coût. Ces vidéos, elles ont un coût. Je prépare de très nombreux formats, notamment celui avec Peno, la Cuenta, que vous connaissez sans doute. On va essayer de produire une série d'animations historiques, des vidéos où on va aller à la rencontre de combattants, on va aller à la rencontre de métiers un peu inconnus, mais tout ça, ça a un coût. J'ai calculé, si tous ceux qui regardent cette vidéo donnent 30 centimes, je peux me permettre de faire la saison 2 de la chaîne de Georges avec tous les formats dont je vous parle dans le Tipeee. 30 centimes, c'est pas grand-chose. Merci à tous et on continue pour la vidéo. Mais avant de parler du Captagon, il faudrait peut-être savoir d'où ça vient, le Captagon, cette drogue dont tout le monde parle. On est dans les années 60, une entreprise allemande, Degussa AG, élabore un médicament à base de phénithyline. Ce médicament est appelé Captagon, alors c'est la contraction de Captain et de Pentagone, et va traiter, normalement, les troubles de l'hyperactivité. Degussa était connu pour être à l'origine du Zyklon B et d'être spécialisé dans l'arrachage et le recyclage d'or des dents des déportés. Autant te dire que le PDG faisait peut-être des Fortnite avec le diable. Le Captagon traverse l'Atlantique et arrive aux États-Unis la décennie suivante, dans les années 1970. On se rend vite compte qu'il peut être utilisé pour soigner le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, donc le pourquoi il a été créé à l'origine, à l'aide de campagnes marketing bien senties. J'ai peur de la guerre froide, Captagon. J'ai peur de mourir, Captagon. Captagon. La phénithyline va être vendue librement à des millions d'Américains. Alors progressivement, la dépendance et les risques cardiaques liés à son utilisation entraînent une réglementation drastique du produit à partir des années 1980. Mais le Captagon va dépasser le cadre médical et se retrouve chez les écrivains, notamment français. Bernard-Henri Lévy en prenait, Yves Mouroussi, des étudiants en utilisent pour boucler des révisions, des bodybuilders, bref, c'est la décennie de la démocratisation du Captagon dans les années 1980-90. On retrouve le Captagon dans le sport aussi, Bernard Tapie en distribuait à ses joueurs, affaire qui a été révélée par Marcel Desailly et dans les écrits du médecin du 15 de France, Jacques Bombay. Donc sport, foot, rugby, journaliste, écrivain, tout le monde connaît le Captagon. Et pour alimenter tout ça, il faut une production de bâtards. Et quoi de mieux qu'un bon pays de l'Est avec le serment d'Hippocrate sur le torse pour faire tout ça? La Bulgarie. Dans la banlieue de Sofia, on va avoir des usines et des chimistes spécialisés dans cette drogue au cœur d'un réseau mafieux. Et comment on passe des laboratoires sombres dans la banlieue de Sofia à des combattants de Daesh? Faut faire un crochet par le sexe. En fait, le Captagon arrive au Moyen-Orient parce qu'on va lui prêter les mêmes vertus que le Viagra, mais en plus long et en moins cher. L'avantage du Captagon, c'est que c'est un ancien médicament qui a une bonne réputation et que c'est facile à prendre, c'est scred, et que ça s'en sert parfaitement dans une société où on a beaucoup d'interdits comme les sociétés du Moyen-Orient. Dans les sociétés arabes traumatisées par les guerres et le chômage de la jeunesse, le Captagon devient vite un produit d'échappatoire au réel, notamment pour les
classes les plus prolétaires. Pour le consommateur, c'est tout bénef, mais pour le producteur, un peu moins. Depuis que la Bulgarie est entrée dans l'Union européenne, les fabrications deviennent clandestines et moins surveillées. La formule va changer, les doses sont remaniées pour être encore plus fortes et on y ajoute parfois énormément d'amphétamine. Les laboratoires sont alors déplacés en Turquie, sous l'œil des mêmes chimistes bulgares, et finissent en Syrie. Dans un article de Vanity Fair que je vous mets en description, un colonel de l'armée, Ghassan Shamseddine, explique que le produit n'a plus grand chose à voir avec le produit initial et se résume désormais à un cocktail dangereux de caféine, de méthamphétamine et d'amphétamine. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, tu nous as parlé de cette drogue, mais pourquoi elle est utilisée par les combattants? En 2015, l'armée turque rapporte avoir saisi plus de 11 millions de comprimés de Captagon à la frontière avec la Syrie. On commence à comprendre et à recouper des témoignages d'anciens combattants de l'État islamique. Un reportage de la BBC notamment rapporte que le Captagon est surutilisé par les combattants de l'État islamique et un documentaire de CNN qui donne la parole à un déserteur fait état d'une narco-organisation pour parler de l'État islamique. L'un des déserteurs explique que le Captagon lui permettait de rester éveillé pendant de très longues périodes et de ne pas ressentir la fatigue, mais surtout, et c'est le plus important pour l'État islamique, le Captagon permettait d'augmenter l'agressivité au combat et de ne plus ressentir la peur de mourir. Dans le documentaire Breaking Bad au Moyen-Orient, je sais pas si je pourrais vous mettre les images, mais le jeune homme qui prend du Captagon déclare, à peine 10 minutes avoir pris le Captagon, qu'il peut égorger n'importe qui et qu'il se sent ultra puissant. Rami Aïcha, un journaliste libanais qui avait été capturé par les soldats de l'État islamique le 7 février 2014 à Arsal, témoigne que les combattants prennent du Captagon à longueur de journée. Tout le temps. Ils sont tout le temps sous Captagon, les mecs. Et l'État islamique ne considère pas ça comme une drogue, mais comme une faroula, une fraise, une sucrerie. Le Captagon est utilisé par les groupes terroristes pour déshumaniser les victimes. L'auteur de l'attentat sur la plage de Sousse, en Tunisie, le 26 juin 2015, qui avait fait 38 victimes, était justement sous l'emprise de cette drogue pendant l'acte, tout comme les terroristes du musée du Bardo. Donc cette drogue-là est surutilisée par les combattants. Et en fait, prendre du Captagon, c'est une accusation que tous les combattants vont formuler à l'endroit de leurs ennemis. Daesh accuse l'armée syrienne d'être shootée au Captagon et inversement, les Syriens vont accuser Daesh d'être shootés au Captagon. Les soldats ukrainiens expliquent que les Russes seraient sous l'emprise du Captagon et des vidéos pro-russes montrent que les Ukrainiens aussi le seraient. L'idée est de faire croire que l'ennemi est tellement peu convaincu du bien fondé de son combat qu'il est obligé de se droguer pour se battre. C'est un peu un argument de propagande. Ce qui est sûr, c'est que selon les Nations Unies, un demi-milliard de pilules de Captagon est produite par an. Donc, le plus probable, c'est que tout le monde en prend. Sur certaines vidéos de combattants, on peut analyser la présence des drogues, notamment avec des yeux hagards, des pupilles ultra dilatées, une absence, et un peu comme s'ils ressentaient rien. On va retrouver ça évidemment en Syrie avec les combattants Daesh, en Ukraine avec certains récits d'offensives russes, et même chez les Ukrainiens, comme le racontent ces soldats tchétchènes concernant le régiment Azov. Ты берешь ему пленного например, да, ихнего, начинаешь грузить, они смеются, им разницы нету, они не больны, ничего не ощущают, они как зомби, Я не знаю, что они употребляют, но это факт, своими глазами видно. Un combattant ukrainien raconte à l'AFP que les soldats russes, notamment lors des vagues d'attaques à Bakhmout, sont un peu comme des zombies. Ils avancent et ne ressentent même plus l'impact des balles. À l'inverse, les Russes essayent de prouver avec des vidéos difficilement identifiables et avec des témoignages d'officiers que les Ukrainiens seraient sous Captagon puisqu'ils ne ressentiraient même plus la peur de la mort. Alors sur le front ukrainien, on sait que le Captagon circule. Maintenant, arriver à retracer une origine exacte de la provenance de la drogue, c'est assez complexe. On peut supposer que des réseaux criminels viennent alimenter les combattants. On peut aussi penser que le Captagon est produit localement, ou enfin on peut penser que l'arrivée de mercenaires syriens qui viennent aider les Russes rime peut-être parfois avec l'arrivée du Captagon. Et on découvre une utilisation ancestrale des drogues, non pas pour mieux supporter la douleur, pas pour mieux supporter les privations de sommeil, mais surtout pour impressionner. Kathleen McFall, journaliste à Fox News Digital, explique que le chef du groupe Wagner, Prigojine, tient à faire de Wagner un groupe qui n'a même pas besoin de se battre tellement il génère la peur dans le camp d'en face. Et par conséquent, ça serait pas impossible, et ça serait cohérent même avec les témoignages des pertes à Bakhmout, que Wagner utilise une drogue avant d'aller au combat pour montrer à ceux qui se battent et
aux lignes qui sont derrière, qui sont tellement puissants qu'ils n'ont pas peur de la mort. Cette drogue-là, elle a de lourdes conséquences pour celui qui l'utilise. Puisqu'elle vient stimuler la production de dopamine dans le cerveau, une fois que l'effet est passé, la redescente est assez sévère. Le consommateur risque de ressentir une phase de dépression, des lésions cardiaques et des picotements un peu partout. En fait, il subit le contre-coup des avantages qu'il a ressentis lors de la prise. Il n'était pas du tout fatigué et il devient somnolent. Il était alerte et en état de survigilance et il se réveille avec l'âge mental d'un enfant de 7 ans. Enfin bref, c'est une phase de redescente. Alors vous allez me dire, oui, mais tous les combattants ont déjà utilisé des drogues pour combattre. Et vous avez pas tort. Et même on peut faire une histoire de l'utilisation des drogues pendant des périodes de conflit. Le Captagon, c'est évidemment pas la première drogue qu'on donnait aux militaires et aux combattants pour les éviter de pioncer sur le champ de bataille. On va faire un rapide historique. Parce que si on fait une histoire de l'utilisation des drogues, on peut évidemment parler de l'opium pendant l'Antiquité, qui servait à supporter la douleur et les privations de sommeil. Les Vikings, par exemple, utilisaient, eux, de l'amanite tumouche pour être en transe et en furie avant les batailles. Et comment on le sait ? Alors tu te doutes bien qu'il y avait assez peu de snaps de Vikings sous Champi. En fait, on se base sur les sagas Vikings, celles de Rolf et de Kraki, qui relatent les exploits des berserkers, des guerriers d'élite qui intriguaient par leur capacité à rester éveillés et à atteindre un mode furie sur le champ de bataille. Les drogues vont être utilisées dans l'histoire pour deux raisons, rester focus et éveillé et calmer les douleurs des combattants. On se souvient que les nazis étaient drogués à la pervitine, un dérivé des méthamphétamines, pour rester éveillé des jours durant. On se rappelle aussi que Hitler himself ne tenait que grâce aux amphétamines, à la cocaïne et à l'éphédrine, administrée par son docteur personnel, Théodore Morel. On retrouvera l'opium et l'héroïne pendant la guerre du Vietnam, avec un peu d'amphétamine pour canaliser le stress des combattants. Et enfin, le Captagon, qui a émergé durant la guerre civile syrienne. Et cette production de Captagon, elle a fait émerger ce qu'on appelle un narcotrafic. Le 26 octobre 2015, à l'aéroport Rafik Hariri, un homme est arrêté. Il transportait 8 valises en cuir et 32 cartons de Captagon, identifiés à l'aide des 2C, les 2C comme ça qui se croisent sur les pilules. Cet homme, c'est le prince Abdel Mohsen Ibn Walid Ibn Abdelaziz, qui sera bientôt surnommé, c'est plus simple, le prince du Captagon. Le projet du bonhomme, selon les policiers, c'était d'envoyer ces pilules à des combattants que soutiennent l'Arabie Saoudite en Syrie et au Yémen. Cette arrestation, elle met la lumière sur un vaste trafic de Captagon dans la région, mais surtout elle donne une idée des grandes nations à qui va profiter le trafic de Captagon. L'Arabie Saoudite, évidemment grande consommatrice, la Syrie, où la production est absolument monstrueuse, et le Hezbollah. Dans Syria's Breaking Bad, un article du Time rédigé par Will Nichols et Max Kravitz, l'Iran et ses alliés, dont le Hezbollah libanais, seraient des gros producteurs de Captagon. L'idée derrière l'Iran et le Hezbollah, ce serait de déstabiliser les puissances sunnites ennemies en déversant des millions de pilules sur le marché en direction des jeunes hommes, en entraînant parfois des phases dépressives. La Drug Enforcement Administration, la DEA américaine, surveille le commerce de Captagon puisque d'après les études menées, le trafic de drogue a été une source de revenus importante dans l'émergence et dans le maintien de l'État islamique. Avec l'afflux de réfugiés syriens dans les pays frontaliers, dont les 500 000 dans la seule Jordanie, le Captagon s'est répandu. Alors d'abord dans les camps, puis dans les banlieues des villes et désormais inonde toutes les sphères des sociétés arabes. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne lutte pas dans les pays arabes et notamment en Syrie? Pourquoi on ne lutte pas contre le trafic de Captagon? Eh bien, parce que pour beaucoup d'observateurs, la Syrie, après la guerre et la destruction de son industrie, est devenue un narco-État, en reprenant la production de Captagon et en fournissant le Captagon à l'ensemble du Moyen-Orient. En 2021, la police saoudienne a saisi plus de 5 millions de comprimés de Captagon dissimulés dans des grenades en provenance de la Syrie. Et dans un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, on notait une augmentation des saisies de Captagon avec une hausse de la production en Syrie et au Liban. En termes d'oseille, de flouze, de dollars, le trafic de Captagon dépasse désormais les 5 milliards de dollars en 2021 et on ne parle que des saisies. Et pourquoi en début de vidéo je vous ai parlé du 13 novembre? C'est parce qu'on a beaucoup accusé les terroristes du 13 novembre en France d'être sous l'emprise de Captagon. Alors,
c'est une information qui est assez difficilement vérifiable puisque le Captagon disparaît très rapidement. Mais voilà, je trouvais que le sujet était intéressant à aborder pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve ça intéressant de voir comment on peut faire les liens entre divers états, la drogue, l'utilisation de la drogue, des informations qui circulent sur Internet et compagnie. Et donc j'ai voulu remettre ça un peu au clair. Mais voilà, je trouve que c'était assez intéressant puisque j'avais vu beaucoup de vidéos qui montraient des soldats ukrainiens accusés de prendre du Captagon et inversement des soldats russes accusés de prendre du Captagon. Je voulais faire la lumière tout ça. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur le Captagon, j'ai déroulé une forme d'information continue et j'ai vu qu'il y avait des liens avec la Syrie, il y avait des liens avec l'opium. Et bref, j'ai trouvé que la vidéo était, je trouvais que le sujet de la vidéo était assez intéressante. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Et moi, je vous dis à mercredi pour la revue d'actualité. Merci à tous, prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France, time!